Bonjour à toutes et à tous, je suis Justin Massy, je suis professeur de sciences politiques à l'UQAM et co-directeur du réseau d'analyse stratégique et c'est un plaisir pour moi de vous accueillir à ce webinaire sur la stratégie industrielle de défense du Canada qui a été annoncé hier. J'ai le plaisir d'être accompagné de Philippe Lagacé, professeur à l'Université Carleton, ainsi qu'Anne-Caroline Desplanques, journaliste au Journal de Montréal. L'objectif de ce webinaire, c'est bien sûr de revenir sur la stratégie qui a été lancée hier et de la creuser, d'examiner ses angles morts, les choix qui ont été faits, les choix qui n'ont pas été faits, les éléments qui sont peut-être pas dits dans les journaux que vous avez pu consulter peut-être hier ou dans les bulletins télévisés, ainsi que dans les briefings techniques et aux journalistes aussi qui ont été offerts dans les derniers jours. Je vous explique un peu la formule de ce webinaire. On va commencer avec Philippe Lagacé qui va donner un propos introductif et son commentaire donc, de la stratégie. Je vais suivre ensuite Philippe avec mon propre propos. Et ensuite, Anne-Caroline fera la modération en posant des questions d'elle-même et aussi en prenant les questions du public. Donc, je vais vous inviter à utiliser la fonction Q&R du Zoom de votre appareil pour écrire vos questions. Vous pouvez les faire même à l'avance ou au fil de la conversation et Anne-Caroline pourra les examiner et vous les poser le cas échéant. Donc, merci beaucoup Anne-Caroline, merci beaucoup Philippe d'être avec nous ce matin. D'abord, Philippe, je te laisse la parole pour ton propos introductif. Merci beaucoup, Justin. Merci à vous tous d'être parmi nous aujourd'hui. Euh, donc, selon moi, la stratégie, elle est solide, mais elle est quand même prudente. C'est-à-dire qu'on voit un document ici qui reflète plusieurs compromis entre les visions de différents ministères, notamment les Forces armées et la Défense d'une part, et le ministère de l'Industrie de l'autre part. Et on voit déjà cette tension dans la vision du gouvernement qui se trouve au début de la stratégie. D'une part, on parle de doter les forces armées pour la défense du Canada de certaines capacités qui seront conçues et bâties ici au Canada, mais on parle également de maximiser la croissance économique, de créer des emplois et de créer des bénéfices économiques. Donc, on a deux priorités ici, l'une qui est militaire, l'autre économique, et la stratégie tout au long tente de trouver un équilibre entre les deux. Et c'est important de noter l'équilibre que la stratégie tente de trouver parce qu'on voit une tension sous-jacente, encore une fois, entre deux visions au sein du gouvernement, c'est-à-dire, encore une fois, la défense d'une part, mais de l'autre part, la croissance économique et les emplois. Donc, juste pour vous donner un aperçu, vous pouvez voir les chiffres, mais je crois que celui qui est le plus important, c'est le fait on va tenter d'augmenter les acquisitions des firmes canadiennes à quasiment 70 des achats capitaux pour les forces armées. Ça, c'est énorme quand on considère que présentement, selon ce qu'on nous a expliqué, c'est environ 30. Alors, on voit un changement assez majeur ici. Également, on espère et on vise avoir des retombées économiques de 125 milliards et en tout, le gouvernement nous indique qu'on aura 500 milliards d'investissements au complet au Canada pendant les 10 prochaines années. Quoique je trouve que c'est une stratégie qui est très ambitieuse et il faut quand même trouver que c'est bien conçu et c'est ambitieux. Je trouve il y a certaines parties qui sont peut-être implausibles, euh, auront de la difficulté à mettre en œuvre et il y a quand même certains éléments qu'il faudrait discuter. Si j'ai un message à noter ici, c'est une stratégie qui sera peut-être encombrée par la bureaucratie et par les débats qu'on retrouve au sein du gouvernement. Donc, sans rentrer trop dans les détails, euh, je vous permets de lire la stratégie en gros, mais on parle de bâtir au Canada quand on peut. On parle des partenariats quand on n'est pas en mesure de bâtir au Canada, tout simplement. Et finalement, d'acheter à l'étranger quand on ne peut pas bâtir et quand on ne peut pas se retrouver en partenariat, avec les alliés. En ce qui a trait à bâtir au Canada, on vise de soutenir les petites et moyennes entreprises. On vise également d'appuyer surtout des grandes firmes qui existent déjà. Donc, c'est ça que je trouve fascinant dans la liste des capacités souveraines.
essentiellement, c'est ce que le Canada fait déjà au niveau de la défense, mais on va dédoubler nos efforts. Donc ça, c'était quand même assez fascinant également. C'est une stratégie, selon moi, qui va surtout bénéficier Bombardier, CAE, MDA et les firmes qui existent déjà au Canada, qui ont déjà un grand succès. Donc la stratégie vise vraiment de les encourager davantage. En même temps, on va investir dans de nouvelles technologies et des petites et moyennes entreprises. Derrière tout l'appui pour les entreprises également, on retrouve un objectif qui est étroitement relié à l'idée qu'il y a un manque de productivité au Canada, c'est-à-dire le besoin d'avoir le contrôle de la propriété intellectuelle. Donc, ceux qui suivent un peu les débats économiques au Canada, vous allez reconnaître que une des critiques qu'on soulève souvent envers le gouvernement et souvent envers les entreprises, c'est qu'on ne fait aucun effort ou pas assez d'efforts pour garder la propriété intellectuelle qu'on développe ici au Canada dans le pays. Donc, la stratégie vise d'utiliser les acquisitions militaires afin de développer cette propriété intellectuelle et ces lignes de production et les garder au Canada pour, par après, vendre à l'international et développer une meilleure croissance économique. Je trouve que c'est cet aspect-là qui sera peut-être un peu difficile. D'une part, est-ce que les firmes américaines qui viennent investir au Canada vont être prêtes à accepter un plus grand contrôle du Canada de la propriété intellectuelle? Également, est-ce que nos partenaires en Europe seront prêts également à accepter cette idée que la propriété intellectuelle doit être partagée, surtout que l'Europe elle-même vise de développer son industrie de la défense? Et c'est l'autre message que je vous donnerais, c'est le Canada n'est pas le seul pays à vouloir développer son industrie de la défense en ce moment. C'est une tendance qu'on retrouve parmi tous nos alliés et parmi même plusieurs autres États. Donc, est-ce qu'on est en mesure réellement parmi les alliés et même nos adversaires, de tous viser le même objectif? Donc, je me demande vraiment si c'est possible d'atteindre l'objectif. L'autre chose que je noterais, au mois de novembre, quand j'ai commenté sur ce qu'on devrait retrouver dans une politique industrielle de la défense, c'était l'idée qu'on ne peut pas vraiment avoir une industrie forte si on n'est pas prêt à vendre à l'étranger. Quand on regarde la France ou la Suède ou d'autres pays, leur stratégie de défense ou d'industrie, elle, de défense est basée sur l'idée de l'exportation. Et ce qu'on retrouve ici dans le document, c'est quand même une vision des exportations et des ventes à l'échelle internationale qui est très faible. Donc, on parle un peu de bâtir des équipes chez Affaires mondiales au Canada. On parle un peu d'utiliser les attachés de défense pour vendre à l'étranger, mais on ne voit pas vraiment une vision très claire et rigoureuse qui va nous permettre de vendre les armes à l'étranger. Pareillement, on voit très peu dans la stratégie qui nous indique que le gouvernement est prêt à faire face aux critiques et aux difficultés qui entourent la vente des armes à l'étranger. Donc, on ne parle pas ici, est-ce qu'il y a des critères qu'on devrait appliquer en droits humains, en respect de la démocratie? Non, on voit vraiment très peu dans la stratégie qui nous indique que le gouvernement est prêt à trouver l'équilibre entre appuyer son industrie de la défense, d'une part, et de faire affaire avec des régimes à l'étranger qui sont beaucoup moins que démocratiques dans plusieurs cas. Donc, c'est un enjeu important selon moi parce que, encore une fois, quand on regarde les alliés qui ont, qui ont réellement développé leur propre industrie de la défense, qui est forte, euh, ils doivent vendre à l'étranger. Surtout, on regarde le modèle français ici. Finalement, il y a la nouvelle agence pour les acquisitions de défense, l'agence d'investissement en défense. Ici, on parle du fait que l'agence aura un projet de loi au printemps pour lui doter de pouvoirs et d'autorités euh, propres à elle. Euh,
présentement, j'ai bien hâte de voir comment ça va se développer parce que tout au long de la stratégie, on parle également du fait que tous les départements qui sont impliqués dans les acquisitions vont demeurer impliqués dans les acquisitions. Donc, il y a cette tension, encore une fois, qu'on retrouve dans le document où, d'une part, on met vraiment beaucoup l'accent sur cette nouvelle agence, mais de l'autre part, on répète à plusieurs reprises que le système ne changera pas de façon fondamentale. Donc, je me demande encore une fois, est-ce qu'on a bien conçu cette vision de ce qu'on veut atteindre avec l'agence et ce qu'on veut atteindre avec la stratégie? Alors finalement, pour conclure, je vous dirais tout simplement encore pour répéter que c'est une stratégie qui est très ambitieuse, qui a des objectifs quand même assez impressionnants, mais en même temps, on retrouve beaucoup de prudence, surtout au niveau du processus d'acquisition, des exportations et même de la définition même de ce qui est une compagnie canadienne. Donc, si Ottawa espère réellement atteindre les objectifs qu'on retrouve dans la stratégie, il va falloir avoir beaucoup plus d'énergie, de force derrière cette stratégie, surtout une vision claire et la mise en œuvre qui est appuyée par le cabinet du premier ministre probablement. Sinon, je me demande si la stratégie va se retrouver tout simplement euh, dans une guerre, encore une fois, entre les différents ministères qui sont impliqués. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Je vais donc prendre la parole aussi pour donner d'abord mes premiers commentaires sur cette stratégie, qui vont pas mal dans le même sens que ce que Philippe a dit jusqu'à présent. Mais disons, je vais mettre l'accent sur ce qui m'apparaît pas autant que Philippe, un équilibre. Un équilibre, bien sûr, dans la tension qu'on voit entre le développement économique et les besoins militaires. Et moi, j'estime qu'il y a eu un arbitrage qui a été fait beaucoup plus en faveur d'une stratégie avant tout économique que militaire. Et pourquoi? Parce que quand on regarde les cibles qui sont dites assez au début là, de la stratégie, donc qui ont marqué beaucoup la revue des médias, là, essentiellement l'analyse qu'on peut en faire. Puis on pense, par exemple, à l'idée de passer de 43% à 70% de la part des acquisitions attribuées à des entreprises canadiennes. On parle d'augmenter de 85% des investissements en recherche et développement pour atteindre 115 millions de dollars. On parle d'augmenter de 240% les revenus de l'industrie canadienne de défense. On parle d'augmenter de 50% des exportations de défense pour atteindre 10,5 milliards de dollars et de passer de 92 000 à 125 000 de nombre d'emplois dans le secteur de la défense. Ça, c'est toutes des cibles économiques, on en conviendra. Il y a une seule cible militaire qui est dite dans la stratégie, puis c'est celle sur le degré de déployabilité. Donc, on veut augmenter l'état de service de la flotte maritime à 75 Ça, c'est la quantité de navires, par exemple, qui sont déployables, alors que l'année dernière, le ministère entrevoyait atteindre une cible de 60 plutôt que 75 là, au niveau maritime d'ici 2032. Là, c'est 75. On pense pour 2035, mais ce n'est pas tout à fait dit dans la stratégie. Et on fait la même chose pour les forces terrestres. On veut les amener à un niveau de déployabilité de 80 et la force aérospatiale à 85 pardon, plutôt que 70 précédemment. Mais là-dessus, c'est juste le nombre d'avions, le nombre de navires, le nombre de troupes ou de brigades qu'on peut déployer. C'est ça l'objectif. Mais il n'y a pas de changement sur le nombre et le volume de la déployabilité canadienne. Donc, c'est un pourcentage de la force. Or, avec l'absence de nouvelles politiques de défense, on peut déduire que c'est l'ancienne politique qui continue de s'appliquer. Ça veut dire que l'objectif canadien, c'est d'être capable de mener deux missions concurrentes. Donc, essentiellement, la brigade qu'on a déployée présentement, limitée là, en Lettonie, avec peut-être un déploiement concurrent de courte durée, 3 frégates pour l'OTAN et 12 avions de chasse pour l'OTAN. Et donc, ce qu'on veut, c'est être capable de les faire. Mais on n'a pas revu à la hausse cet objectif-là. Et ceci m'apparaît plutôt incongru dans la mesure où l'absence d'indicateurs d'autonomie, disons, c'est en contradiction avec ce que la stratégie dit elle-même. Elle dit que la vision portée par la stratégie, c'est de maximiser, je cite ici, l'autonomie stratégique, fin de la citation, des forces armées canadiennes pour soutenir, je cite, notre résilience en cas de conflit et de réduire les vulnérabilités de la chaîne d'approvisionnement.
Et tout ça découle d'une lecture juste, je pense, de l'environnement géopolitique dans lequel on est, c'est-à-dire, et je cite à nouveau, les hypothèses de longue date ont été bouleversées sur la fin de la conquête impériale, la durabilité de la paix en Europe et la résilience des anciennes alliances. Dans ce monde incertain, il est plus important que jamais que le Canada ait la capacité de soutenir sa propre défense et sauvegarder sa propre souveraineté. Fin de la citation. Dans ce contexte-là, on parle de logique impériale, on parle de guerre en Europe, on parle de besoin de résilience. Et donc, ce qu'il faut, c'est une autonomie stratégique, c'est ce que le document dit, mais il n'y a pas de cible d'atteinte de l'autonomie stratégique dans le document. Il n'y en a aucune. C'est des cibles de combien d'emplois on va faire, combien on va investir dans la recherche et développement, combien on va donner d'argent aux entreprises canadiennes. Ce n'est pas une logique militaire. Or, c'est une stratégie qui vise à doter les forces armées canadiennes de capacités souveraines pour atteindre les objectifs militaires. À moins que la nouvelle politique de défense, c'est de soutenir l'économie canadien en situation de guerre tarifaire avec les États-Unis. Et là, on change le focus. Alors, c'est plus dans un contexte de conflit en Europe ou de chaîne d'approvisionnement résiliente. C'est combien d'emplois on peut créer au Canada avec des investissements de défense. Et ça semble être ça la logique qui a prédominé dans la mesure où on sait que le Canada doit investir beaucoup en défense. Il le fait, bien sûr, dans une logique d'alliance, c'est-à-dire que c'est suite à la négociation là, lors de l'accord de l'OTAN l'été dernier que le Canada s'est engagé d'atteindre 3,5 de son PIB en défense d'ici 2035. Donc, on va le dépenser et là, on se dit, tant qu'à dépenser, on ne va pas l'envoyer dans l'économie américaine. On va essayer de le plus possible maximiser au Canada. Puis ça, je comprends cette logique-là chez Industrie Canada, mais ce n'est pas une logique militaire. Si on avait une logique militaire, on définirait qu'est-ce que c'est que l'autonomie stratégique et qu'est-ce que ça implique pour les forces armées canadiennes et donc comment l'industrie canadienne peut atteindre cette autonomie-là. Or, il y a quatre éléments principaux de l'autonomie stratégique. Premièrement, c'est la capacité d'opérer de manière autonome. Et ça voudrait dire de déterminer pour quelle mission le Canada a besoin de capacités souveraines pour les mener. Donc, quel est le niveau d'indépendance requis pour chaque domaine de capacité souveraine? Quelles missions doivent être soutenues majoritairement par des forces armées canadiennes sous contrôle canadien et sans donc soutien américain ou européen? Donc, on aurait besoin de fixer des besoins opérationnels clairs et déterminer des capacités militaires très précises, des requises là, pour les atteindre. Je peux donner deux exemples. On pourrait dire que pour surveiller l'espace maritime et aérien canadien, on a besoin de drones de haute altitude, de longue endurance, et qu'on veut développer cette capacité-là nationale au Canada et ne pas être aucunement dépendant d'aucune chaîne d'approvisionnement étrangère, de la propriété intellectuelle aux ressources naturelles jusqu'aux puces qui les produisent. Ça pourrait être un objectif. On pourrait dire, on est un pays qui veut potentiellement se porter à la défense de l'Europe en cas de conflit de haute intensité sans les États-Unis. Donc, on a besoin de ce qu'on appelle en anglais des strategic enablers. On a besoin plus d'avions de transport, de ravitaillement, de systèmes de détection et de communication, par exemple, de transport stratégique et de capacités de frappe en profondeur. Et on pourrait dire ça, c'est des capacités dont on a besoin pour défendre le Canada dans un contexte, donc, malheureusement tragique dans lequel on vit et qu'on ne peut pas se fier sur les autres, donc on a besoin d'une chaîne résiliente. Mais on ne le fait pas explicitement. Deuxième chose qu'on a besoin dans l'autonomie stratégique, c'est une capacité décisionnelle autonome. Alors, on aurait pu penser que tout ce qui est commandement, contrôle, renseignement, surveillance, on dit en anglais C4ISR, autonome et interopérable avec les alliés, serait la clé et qu'on mettrait ceci de l'avant pour être capable, par exemple, de mener des exercices militaires sans les États-Unis et créer cette interaction avec nos alliés dits plus fiables avec lesquels on veut opérer. Troisième élément, c'est la capacité de soutenir donc l'emploi de la force et de monter en puissance, donc scale up en cas de conflit. On voit ce que la Russie fait en Ukraine et le type de conflit dans lequel le Canada pourrait être impliqué en Europe. On parle de milliers de drones et de missiles envoyés par semaine en Ukraine. On parle de millions produits par année. Et dans ce contexte-là, on aurait pu penser qu'il faudrait avoir une réserve de stock de missiles, de drones, d'obus, par exemple, canadiens, en très grande quantité, et ou, sinon, une capacité de latente de monter en volume de manière très rapide en cas de conflit de haute intensité qui se déclare, où on ne peut pas créer des industries de toutes pièces rapidement une fois que le conflit se déroule. À part des investissements en drones, notamment au CNRC, et aussi une plateforme de drones au coût de 92 millions de dollars par année. Il n'y a pas ici de détails. On ne remet pas en question la stratégie de munitions canadienne qui est très faible en termes de quantité. On a très peu augmenté la production d'obus, par exemple, qui est produite pourtant au Canada depuis 2022. On n'a pas de stratégie non plus de faire des missiles proprement canadiens comme capacité souveraine pour défendre le territoire. Donc, je pense que ce manque de clarté-là nuit. Et enfin, je terminerai avec la
quatrième élément nécessaire à l'autonomie stratégique, c'est d'avoir un pays qui est capable de réfléchir par soi-même, c'est-à-dire la réflexion stratégique autonome. Et là, on aurait pu penser qu'on n'investit pas juste dans la recherche et développement en technologie, mais aussi dans un écosystème de réflexion sur la défense au Canada pour déterminer nos intérêts nationaux, faire une surveillance de l'atteinte de la stratégie industrielle de défense et de miser donc sur les forces comme les réseaux de recherche en sciences sociales, les think tanks, le milieu qui va être capable de surveiller, mais aussi peut-être des fois challenger les requis militaires définis par les forces armées canadiennes lorsqu'ils déterminent ce qu'ils souhaitent pour justement réduire peut-être ce biais-là qui a amené les forces armées canadiennes à être essentiellement des forces de plug and play dans les forces armées américaines. Alors, si on veut se détacher de ça, il faut être capable de concevoir et de bien réfléchir à quels sont les objectifs stratégiques que le Canada veut mener et dans quelle mesure c'est possible de les atteindre, donc avec une stratégie purement canadienne ou du moins en grande majorité canadienne grâce à cette industrie. Donc, je vais laisser mon propos initial ici. Je vais m'arrêter ici et ça me fera plaisir de répondre aux questions d'Anne-Caroline et du public s'il y a lieu. Merci beaucoup. Merci à vous deux pour vos lumières. Je vous lancerai sur une question peut-être plus globale. Je sens que vous n'êtes pas tous les deux particulièrement d'accord sur la question. Et en fait, pourquoi? C'est quoi l'objectif de fond derrière cette stratégie industrielle de défense? Hier, le Premier ministre a déclaré qu'on pouvait, c'était un peu pour dire on peut mâcher de la gomme et marcher en même temps. On peut avoir une stratégie qui est à la fois économique et militaire. Mais je n'ai pas l'impression que vous avez que votre sentiment est que cette stratégie est à la fois économique et militaire. Elle semble, en tout cas pour vous, Justin, plutôt économique et non pas militaire. Est-ce que je me trompe? Non, c'était mon propos. Essentiellement, quand on regarde les cibles qui sont fixées dans la stratégie, elles sont économiques, ces cibles-là, parce que si on avait, je pense, des objectifs militaires, il faudrait qu'on ait une nouvelle politique de défense déjà, parce qu'une politique de défense de 2024 date d'une époque où on pensait faire la guerre aux côtés des États-Unis et où on n'avait pas à remettre en question, donc, notre stratégie, et de le faire une stratégie militaire telle que je l'ai évoquée, d'autonomie stratégique, comme on peut concevoir en France, comme on peut concevoir en Corée du Sud, par exemple, qui ont des industries qui soutiennent cet objectif politique-là, cet objectif militaire-là, impliquerait possiblement, je pense, une crise avec les forces armées canadiennes qui ne conçoivent pas, elles, leur rôle nécessairement comme un d'autonomie stratégique, qui souhaitent continuer l'intégration que l'on mène jusqu'à présent avec les États-Unis dans la défense continentale, aussi dans les acquisitions principales de systèmes de combat notamment. Alors, pour remettre ça en question, ça prendrait, je pense, une vision alternative des intérêts nationaux du Canada et d'une mise en œuvre de ce que le premier ministre a appelé une rupture plutôt qu'une transition. Ici, je suis un peu d'accord avec ce que Philippe disait dans son blog également par écrit, peut-être qu'il voudra le répéter, qu'on est plus dans la transition vers une rupture qu'une rupture réelle, au sens où on peut se donner peut-être les moyens en 2035 d'avoir un écosystème plus favorable à éventuellement considérer l'autonomie stratégique, mais que le signal donné aujourd'hui, c'est pas qu'on va développer l'autonomie stratégique canadienne dès aujourd'hui. Philippe? Donc, je suis d'accord avec Justin que c'est une stratégie industrielle de défense. Ce n'est pas une politique de défense. Donc, on est d'accord. C'est pas, je pense pas que le gouvernement a tenté de nous dire que c'est une politique de défense. Ce n'est pas une politique de défense. Donc, et je suis entièrement d'accord avec Justin qu'on devrait bientôt avoir une politique de défense qui correspond à la stratégie. Et dans le meilleur des mondes, on aurait une politique ou une politique de défense avant la stratégie industrielle de défense. Mais aujourd'hui, bon, on a pris l'autre chemin, c'est-à-dire de dénoncer une stratégie industrielle avant même de développer la politique de défense elle-même. Et ça, c'est logique, étant donné les pressions économiques et politiques qui entourent le gouvernement. Où je suis un peu en désaccord, c'est que quand on lit la stratégie, on voit des traces tout à travers la stratégie que la défense s'est protégée de la logique purement économique. Et c'est là où je trouve qu'il y a le compromis c'est là où ça se joue. On comprend que oui, c'est une stratégie industrielle, c'est une stratégie économique, mais on retrouve les petites traces des militaires un peu partout, qu'ils ont pris le langage, qui l'ont adouci, qui ont rajouté de l'incertitude,
qui ont tenté de mettre l'accent surtout sur la défense du Canada et non pas nécessairement toutes les missions des Forces armées. On n'a pas défini c'est quoi une compagnie canadienne pour permettre les Forces armées de quand même fonctionner et se doter de technologies qui sont développées surtout aux États-Unis. Donc, c'est pas qu'on a une politique de défense et une stratégie industrielle ensemble. Le point essentiel pour moi, c'est qu'on voit que la défense et les forces armées ont mis assez de nuances et d'incertitudes dans certains objectifs et de propos pour leur permettre de quand même tenter de fonctionner comme ils veulent. Mais quand on parle de rupture, parce que le Premier ministre a évoqué cette question, il a utilisé ce mot de rupture à Davos, il l'a répété plusieurs fois, mais est-ce qu'une rupture est vraiment souhaitable? Et là, je me mets dans la peau des militaires qui, eux, sont complètement intégrés au sein de NORAD, qui travaillent avec les Américains au quotidien, non seulement avec des armes et des services américains, mais c'est leurs collègues en fait. NORAD, il n'y a pas de différence entre un Américain et un Canadien en fait au centre de commandement. Donc, est-ce qu'une rupture est vraiment souhaitable et même à long terme, là, même si on parle d'une rupture, d'une transition vers une rupture? Je dirais, à mon avis, que ben, c'est un message choc, évidemment, qui visait à marquer les esprits, mais que dans les faits, la stratégie que le Canada va mettre en place, et je dirais que devrait en plus mettre en place, c'est celle qu'on dirait en anglais de hedging, c'est-à-dire de faire les deux en même temps. Pas de faire une rupture au sens de mettre fin à la relation de collaboration et de coopération étroite que le Canada mène avec les États-Unis, mais de réduire le risque, de réduire la vulnérabilité, de réduire la dépendance structurelle du Canada, que ce soit économique ou militaire et plus, peut-être même culturel et institutionnel, sur les États-Unis au pays. Et que cette stratégie-là pourrait, pour reprendre la logique que vous disiez, Anne-Caroline, mâcher la gomme en marchant en même temps. C'est-à-dire qu'on peut à la fois dire on va continuer à défendre le continent nord-américain avec les États-Unis, dans la mesure où c'est permis, puis qu'ils ne n'ont pas exclu du NORAD du fait de nos décisions politiques, puis qu'il n'y a pas de coercition trop violente contre nous, et qui respectent la souveraineté territoriale du Canada et qui n'envoient pas des avions de chasse dans notre espace aérien sans notre consentement, comme le menaçait l'ambassadeur américain au Canada. Mais en même temps, on va développer avec les Européens ou seuls, lorsque nécessaire, des capacités qu'on va être capable d'opérer, de mener et des opérations qu'on peut mener sans les États-Unis. Et d'avoir cette capacité duale-là pourrait placer le Canada, je pense, comme une plaque tournante ici dans les systèmes de communication, dans l'interopérabilité, notamment avec les alliés, pour créer ces coalitions d'États qui veulent se prémunir contre le risque que les États-Unis les abandonnent, un risque qui est perçu de manière très forte chez plusieurs pays européens, dont les Allemands présentement, qui ont amorcé quelque chose qui était impensable, une discussion avec les Français sur l'élargissement de la dissuasion nucléaire française. Juste le fait d'avoir réfléchi à ça en Allemagne montre l'étendue de la préoccupation et de la crainte de rupture que les Européens ont, dans la mesure où eux font face à un conflit sur leur territoire de manière très, très violente là, que mène la Russie dans l'Est de l'Europe. Donc, dans ce contexte-là, la stratégie canadienne devrait être maintenir les ponts lorsque possible, mais de commencer à diversifier. Et pour ça, ben, ça implique d'avoir des choix militaires différents. Je vais donner l'exemple, évidemment, des avions de chasse, qui sont le débat, le thème qui va marquer, lorsque la décision sera prise, comment le gouvernement canadien, Carney, interprète sa stratégie industrielle de défense. Si on prend une stratégie de hedging, comme je l'ai dit, ça implique une flotte mixte. Ça implique de dire on poursuit avec l'acquisition de F-35 avec les États-Unis parce qu'il n'y a pas de remise en question à ce niveau-là et on veut continuer à collaborer avec eux, dans le NORAD notamment, dans une capacité d'intégration interchangeable avec le même appareil et système de communication et de partage du renseignement dans la banque des menaces qu'offre le système intégré là, de Lockheed Martin. Mais de l'autre, on veut se prémunir contre le risque qu'on doit opérer les F-35 sans le soutien des États-Unis et qui pourraient, eux, nous bloquer leur utilisation contre un éventuel conflit en Russie s'il y avait, par exemple, une incursion en Lettonie qui menaçait les forces armées canadiennes ou nos obligations envers nos alliés en Europe. Et donc, il faut avoir une capacité aussi de déploiement en Europe indépendante des États-Unis et d'opération sans leur système de communication et d'intégration des données. Si on a cette logique-là en termes militaires, ben, ça implique une stratégie industrielle très différente. Donc, c'est pour ça que moi, je lis les deux. C'est-à-dire, on peut faire une stratégie industrielle avant une stratégie de défense. Mais si notre stratégie de défense implique des choix opérationnels militaires différents,
ben, ça implique que les capacités souveraines, donc le mot-clé que l'on met de l'avant dans la stratégie industrielle, amènent des choix très différents, qui ne sont pas tout simplement un métrique de dire on va augmenter le pourcentage d'acheter au Canada. C'est qu'on va augmenter dans certaines capacités qui vont nous permettre d'opérer de manière autonome pour telle et telle raison. Et ça, peut-être qu'on le sait, mais qu'on ne l'écrit pas. Et donc, on le met en filigrane, mais ça aurait peut-être, si on ne peut pas l'écrire dans la stratégie industrielle canadienne, ça aurait été utile, je pense, de le dire dans le message politique qui entoure, si vous voulez, lors de l'annonce du premier ministre Carney, de pourquoi on fait cette stratégie-là, dans quel objectif on veut le faire et de maintenir le cap. Parce que le signal que l'industrie attend, c'est pas un document, ce sont des contrats. C'est combien d'argent pour acheter quoi. Et ça va être le vrai signal. Et ces signaux-là, jusqu'à présent, quand on regarde la dernière année, n'ont pas donné l'impression qu'on fait vraiment une rupture. Philippe? Bon, je pense que premièrement, on doit être juste envers le premier ministre. Il a parlé surtout d'une rupture dans le système international, pas nécessairement d'une rupture dans la politique étrangère du Canada et envers les États-Unis. Alors, comme Justin, je suis d'accord qu'on joue sur les deux registres. Euh, on on n'est pas irréaliste. On reconnaît qu'on est en Amérique du Nord, on reconnaît qu'on doit fonctionner et travailler avec les États-Unis, on reconnaît que la plupart de notre commerce international se fera encore une fois avec les États-Unis. Ce qu'on veut, c'est réduire notre dépendance et notre vulnérabilité. Et c'est dans cette optique que je crois que la stratégie nous propose une transition. Donc, ça va pas à l'encontre de ce que disait le premier ministre, mais ce que ça nous amène, c'est une réflexion, selon moi, sur les difficultés qui vont entourer cette transition. Donc, comment est-ce qu'on va trouver l'équilibre? Et je trouve que la section sur collaborer, c'est vraiment, ça nous donne un aperçu de la pensée au sein du gouvernement actuellement. Donc, on parle d'alliés de confiance, par exemple. Mais on ne définit pas c'est quoi un allié de confiance. Parce que pour les militaires, les États-Unis, ce sont un allié de confiance. Ils travaillent avec eux tous les jours. Ils fonctionnent avec eux tout le temps. Donc, dans leur interprétation de cette phrase, de cette idée d'allié de confiance, on peut encore travailler avec les États-Unis. Mais pour la population canadienne, ils vont lire allié de confiance et ils vont déduire que, oh, on parle de partenariat ailleurs. Et on le voit également dans le paragraphe qui suit, où on dit le Canada travaille depuis longtemps en étroite collaboration avec les États-Unis et se réjouit de l'idée de maintenir une solide relation de défense canado-américaine. Alors, on veut toujours garder les deux, mais ce qu'on va tenter de faire, selon moi, avec cette stratégie, c'est de mettre de la pression surtout sur les firmes américaines de nous donner une plus grande accès à la propriété intellectuelle, de nous assurer une certaine de bâtir essentiellement les lignes de production au Canada. Donc, c'est très protectionniste en même temps. Et c'est là, encore une fois, où je trouve que ça va être difficile. Comment est-ce qu'on peut tenter de vraiment avoir la propriété intellectuelle de firmes américaines ou même surtout de firmes européennes? Donc, on tente d'avoir cette transition, mais je reviens à l'idée que c'est un peu je pense que Justin et moi, finalement, on est en accord. C'est dans l'absence de mission et dans l'absence d'une meilleure idée de ce dont on veut que les forces armées canadiennes soient capables de faire par eux-mêmes, c'est très difficile d'envoyer le signal à l'industrie d'investir. Donc, quels sont les projets qu'ils ont en tête? Quelles sont les missions qu'ils ont en tête? On ne le sait pas. Et dans l'absence de ces missions, on ne peut pas, par après, développer des projets. Donc, c'est la ligne directrice pour les projets, elle est où? Elle n'existe pas encore. Alors, ce qui m'inquiète surtout, je, je suis entièrement d'accord que ce n'est pas une politique de défense, mais la politique de défense, elle est mieux de développer rapidement, parce que sinon, cette stratégie industrielle ne fonctionnera pas. Hmm. Mais Si je là-dessus, peux, justement, est-ce que... sur la propriété intellectuelle, je voulais rebondir là-dessus, Philippe, puisque Justin, vous m'avez dit quelque chose hier qui me semblait que vous n'étiez pas d'accord. Philippe, vous dites, bah, comment est-ce qu'on peut convaincre les Américains ou les Européens de nous donner la propriété intellectuelle de choses pour qu'ils viennent les faire ici et qu'on puisse les contrôler? Et Justin, hier, vous me disiez, bah, c'est possible, c'est tout à fait possible, on peut négocier ça dès la base du contrat, on est peut-être en train de le faire pour les sous-marins. Oui, c'est possible. Certains pays ont réussi.
à l'obtenir. Sur le F-35, les Israéliens ont plus d'autonomie que d'autres pays dans l'achat du F-35. Ils ont négocié. Bien sûr, Israël et la relation avec les États-Unis est différente aussi. Et la volonté de l'administration américaine de donner une telle liberté à un autre allié doit être. C'est une décision politique. Donc, ça dépend aussi beaucoup de la relation et de la priorité stratégique que votre pays représente là, aux yeux de l'administration américaine. Donc, c'est possible au sens où il y a des exemples où ça s'est produit. Et on chante c'est Hanwha, par exemple, pour les sous-marins, qui a une volonté très grande de transférer certaines technologies, voire de propriété intellectuelle. Mais sur les Gripen, ben, on pense plus de production sous licence. Donc, je pense que ça peut dépendre vraiment de la négociation. Et là où c'est possible, c'est quand on a du leverage. Je sais que je parle un peu anglais ce matin, là, mais les termes sont parfois plus clairs. Quand on a ces leviers de marchandage, de négociation-là, qui nous disent, ben, écoutez, si vous ne voulez pas nous le donner, nous, on a une alternative d'une autre entreprise qui va nous le donner et on va aller dans des systèmes alternatifs, ça peut forcer cette négociation-là. Alors, il faut pouvoir être capable de se donner ce levier-là. Si par contre on dit, on a besoin de votre système d'armes parce que c'est le seul compatible avec nos radars, c'est le seul compatible avec nos autres systèmes de combat et de communication, et on est pris pour acheter Raytheon, ben, c'est sûr que là, votre levier de négociation avec l'administration américaine pour dire, ben, on veut l'API sur nos futurs missiles ou sur nos futurs, peu importe le système de combat, est beaucoup moindre. Donc, ça va dépendre de comment on est capable de négocier ça. Et l'avantage du Canada, c'est de s'être intégré dans le programme SAFE des Européens, d'avoir fait cette ouverture-là. Et je pense que le message à Davos aussi du premier ministre visait à créer cette coalition d'alliés volontaires de travailler ensemble. On sent un même discours chez les Britanniques de vouloir créer des chaînes d'approvisionnement communes, voire des acquisitions communes avec certains autres alliés, qui pourraient permettre au Canada de jouer sur les deux tableaux, parce que les Européens peut-être veulent collaborer avec nous, mais moins avec les États-Unis. Alors, si le Canada est capable d'utiliser ce levier de négociation-là, de dire on a une alternative européenne, ou voire de dire on veut les deux systèmes pour se prémunir contre la vulnérabilité de nos chaînes d'approvisionnement de un côté, pour avoir une chaîne aussi européenne dans leur système de missiles, dans leur système de communication, dans les radars, etc., ça pourrait être utile. Mais moi, je voulais revenir aussi sur l'idée d'entreprise canadienne parce que c'est lié à ça, c'est fondamental. C'est quand même important de noter qu'on ne définit pas qu'est-ce que c'est une entreprise canadienne dans la stratégie, mais dans le briefing technique, on nous dit que c'est essentiellement une question de est-ce que c'est produit au Canada? Est-ce qu'on a pignon Mm. sur rue sur le territoire? Ou du moins, est-ce qu'il y a beaucoup d'emplois? Est-ce qu'on paye des impôts, etc.? Il y a une présence physique et économique. Et là, donc, on peut penser que ça inclut des firmes américaines établies au Canada. Mhm. Et si c'est le cas, General Dynamics ou d'autres entreprises comme ça peuvent se qualifier, ben à ce moment-là, euh, on n'est vraiment pas en rupture. Donc, absolument pas en rupture si on donne des contrats à des entreprises américaines établies au Canada, on dit, ben, vous donnez beaucoup d'emplois, vous faire de transfert, un certain transfert technologique, peut-être pas la propriété intellectuelle totale sur la capacité, le design ou l'innovation, mais quand même un certain transfert. Donc, vous vous qualifiez et on considère ceci comme étant avoir atteint nos objectifs économiques, d'augmenter la part d'acquisition sur le territoire canadien. Mais est-ce que ceci donne une capacité souveraine d'opération qui n'est pas liée à une décision politique américaine qui peut dire que ce système-là, vous ne pouvez pas l'exporter, vous ne pouvez pas le vendre, ou vous ne pouvez pas l'utiliser dans telle et telle circonstance? Je pense qu'il y aura beaucoup de négociations qui devront avoir lieu par des avocats lorsqu'on signe ces contrats-là, parce qu'une production sur son territoire ne donne pas automatiquement une autonomie sur l'usage de ses capacités. Mais Philippe, là-dessus, justement, vous me disiez hier, c'est que quelque part, le gouvernement essaye de faire passer la pilule aux Canadiens en disant, ben, on va mettre autant d'argent une si grosse part de notre budget en défense, mais il faut bien qu'en échange, le public ait quelque chose et c'est l'emploi, c'est la croissance. Oui, quand on voit les Peu importe qu'elle sondages, soit canadienne ou pas, en fait. oui, et quand on regarde les sondages par rapport à cette hausse des dépenses militaires, on voit que les Canadiens appuient surtout l'idée des emplois au Canada. Je suis moins convaincu que les Canadiens sont très préoccupés ou vont chercher les détails par rapport à une certaine entreprise ou une autre. Donc, si c'est surtout une stratégie économique, on vise surtout des emplois, on vise la croissance économique, en autant que le gouvernement dit aux Canadiens que oui, inquiétez-vous pas, c'est canadien. Je ne sais pas si la grande majorité de la population va prendre le temps de vraiment s'interroger pour voir si c'est réellement le cas. Et Et ça là, revient. Oui, allez-y. non, non, allez-y.
Non, et c'est pour moi, c'est même la réaction à la stratégie, j'ai trouvé ça fascinant. Même les reportages et plusieurs des commentaires et même les films elles-mêmes, il y a très peu de regards critiques. On accepte que ça va être, on va créer tous ces emplois-là, on va dépenser tout cet argent-là. On ne parle pas vraiment des compromis qu'on doit faire, on ne parle pas de ce que ça implique pour les impôts, pour la dette, pour les déficits. On va dépenser 500 milliards dans 10 ans, il n'y aura pas de problème. Alors, pour la population canadienne, je pense que tout cela, cette stratégie est reliée également à la personnalité du premier ministre, sa vision et l'appui que lui, personnellement, il a en ce moment. Que c'est l'idée que, bon, M. Carney doit comprendre les choses, il va faire il va prendre la bonne décision, on a confiance en lui. Mais éventuellement, ça va commencer à sortir que oui, bon, on vient de donner un immense contrat à une firme quasiment américaine. Pourquoi? Selon quelle logique? Et c'est là où ça peut commencer à nuire à la stratégie si le gouvernement ne fait pas attention. Sur cette même ligne de pensée, donc qu'est-ce qui est canadien, fabriqué ici ou pas fabriqué ici, je vous invite à répondre à une question d'un de nos spectateurs, Yuri Rousseau, qui demande, qui évoque la réforme de la politique des RIT qui est annoncée dans la stratégie. Est-ce que, Philippe, puisque vous êtes encore là, est-ce que ça va permettre d'inciter les grandes entreprises à fabriquer ici? Dans certains cas, oui. Mais on verra un peu, hein, ça revient encore au projet et le montant. Ce qui m'inquiète également, c'est derrière tous ces achats, il y a la question du personnel militaire. Donc, si on n'est pas en mesure d'agrandir les forces canadiennes, mais forcément, ça va être difficile de justifier des dépenses énormes en capacité et d'équipement également. Donc, je me demande également, est-ce que c'est réaliste dans les 10 prochaines années de dépenser autant? C'est possible. Pareillement, il y a la question de est-ce que la machine bureaucratique est en mesure de dépenser autant et de façon saine, ça également, ça peut être remis en question. Donc, je crois on vit encore un peu dans la nuit de miel en ce moment avec le gouvernement par rapport à cette stratégie. Les détails vont être un peu plus difficiles et je m'inquiète. Et il y a certains critiques qui l'ont noté, notamment John Harrison dans le National Post aujourd'hui. Il y a un gros risque que ça devienne un peu scandaleux, qu'on donne énormément de bénéfices et d'argent à quelques grandes entreprises au Canada et que finalement, ça ne crée pas autant d'emplois qu'on voudrait. Sur l'arité, donc c'est possible, je pense, que la réforme fasse mieux que ce qu'on fait jusqu'à présent. Donc déjà, on peut dire que la politique actuelle n'était peut-être pas satisfaisante. Donc ça va être difficile de peut-être être pire. Mais pour ça, il faudrait une vraiment bonne connaissance de l'écosystème canadien pour être capable de le mettre en œuvre. Donc, c'est-à-dire que la façon que ça fonctionne, ça veut dire qu'on donne à une firme étrangère essentiellement un contrat et qu'on lui dit on veut que vous achetiez auprès de nos sous-contractants au PME au Canada certaines pièces, certains éléments là, dans votre chaîne d'approvisionnement. Or, souvent, les entreprises arrivent avec leur propre chaîne d'approvisionnement. Elles sont déjà existantes, produisent déjà un système. C'est pas quelque chose qu'ils vont créer de toutes pièces pour nous. Donc, il faut remplacer certains sous-contractants, il faut remplacer certains matériaux avec donc des firmes canadiennes si on veut qu'elles soient directes, c'est-à-dire on ne veut pas que ce soit des investissements hors champ de la défense. Or, beaucoup de la réalité passée étaient des investissements du champ de la défense. Donc, ça allait dans d'autres secteurs avec des multiplicateurs. Pour que ça fonctionne réellement, comme d'autres pays le font avec une manière beaucoup plus directe et proactive, c'est qu'ils disent à l'entreprise, on va acheter votre lance-roquette multiple américaine, mais on veut que vous achetiez telle puce avec telle entreprise, que vous fassiez affaire avec telle ressource naturelle au Canada, avec telle entreprise pour telle et telle pièce. Et là, si vous faites ceci, on vous donne un contrat. C'est-à-dire qu'on connaisse très, très bien l'écosystème et qu'on le mette dans le contrat, dans l'exigence que l'on fait lorsqu'on passe l'acquisition. Et pour ça, il faut aller dans le sens de ce que la stratégie dit, et c'est un élément important, créer cette interaction quotidienne, régulière entre l'industrie et le ministère de la Défense nationale et l'Agence donc d'investissement pour la défense, où on connaît bien qui fait quoi. Et cet écosystème-là, au Canada, était plutôt négligé. Jusqu'à présent, on ne connaissait pas. C'était des milieux qui opéraient en silo. Et donc, il faut les amener ensemble pour qu'on connaisse bien, pour que les gens qui octroient des contrats ou qui négocient des contrats connaissent l'industrie aussi canadienne, qui fait quoi, qui est performant, qui est de calibre
compétitif, si vous voulez. Pas juste de soutenir les entreprises simplement parce qu'elles sont canadiennes, mais il faut qu'elles aient un bon produit qui fonctionne bien et que ça soit compétitif, et plus l'intégrer dans cette négociation-là. Et pour ça, ben, ça va être difficile de le faire à court terme parce qu'on a cette méconnaissance de part et d'autre, peut-être du système d'approvisionnement chez des PME canadiennes et euh, dans le système de négociation de l'écosystème des PME canadiennes. Mais à mesure que vont se créer cette relation plus intime, on peut le souhaiter, entre l'industrie et le gouvernement canadien, je pense que c'est possible. On parlait des PME parce qu'on a tendance à penser toujours aux géants hein, qui viennent facilement sur la langue, comme Bombardier ou CAE, où l'annonce a été faite, mais l'écosystème de la défense, l'industrie de la défense au Canada, c'est beaucoup des PME, justement. Et si on veut devenir souverain et produire au pays, il faut qu'on en crée des nouvelles des PME et qu'on crée de nouveaux géants, qu'on crée des nouveaux bombardiers. Dans la stratégie, il est question d'investir en R&D, mais c'est 115 millions. Euh, Moi, ça m'a frappé comme chiffre. Ça me semble peu pour développer des concurrents au Lockheed Martin de ce monde. Qu'est-ce qui est nécessaire pour développer des champions nationaux? On devrait investir combien? Tu veux que j'y aille en premier, Philippe? Effectivement, c'est peu. C'est peu parce que si on suit cette logique de développer des capacités souveraines, c'est pas quelque chose qu'on fait déjà, n'est-ce pas? Il y a quelques entreprises de calibre mondial au Canada, CAE par exemple sur les simulateurs, mais sur beaucoup de systèmes d'armes qu'on veut privilégier, sur les drones, sur les missiles, les munitions, etc. Ben, les munitions, on a des productions sous licence, mais on ne fait pas de missiles au Canada. Si on dit on ne fait pas de drones de manière, disons, considérable, des drones de haute altitude et de longue endurance, et on dit que c'est ça qu'on veut faire, on ne peut pas juste les acheter sur tablette, donc forcément, il faut les concevoir chez nous. Et pour ça, il faut de la recherche et développement bien en amont de l'acquisition. Et le problème qu'on a eu historiquement au Canada, c'est que quand on vient pour faire des acquisitions militaires, on regarde qui fait quoi, qui a le produit dont on a besoin au jour X, et ce produit-là est fait ailleurs parce qu'on n'a pas investi dans la recherche et développement 10 ans plus tôt pour qu'il existe. Et donc, si on veut acheter plus canadien, mais c'est-à-dire vraiment fabriqué, conçu, réfléchi, développé au Canada par des Canadiens pour les besoins canadiens, il faut avoir une stratégie hyper ambitieuse de recherche et développement aujourd'hui pour que nos acquisitions dans 10 ans aient ce produit-là qui existe et qui aurait été développé en itération avec et en étroite collaboration avec les Forces armées canadiennes pour réellement répondre aux besoins opérationnels particuliers qu'ils vivent sur le territoire dans leur zone d'opération. Et pour ça, ben, c'est sûr que les 115 millions, c'est plus que modeste. C'est moins que modeste. Je pourrais même dire que c'est plutôt marginal par rapport à ce besoin-là. Et ça revient à la question qu'on disait, Philippe et moi. Si on identifie clairement le besoin opérationnel, donc la capacité dont on a besoin dans un horizon de 5 ans, 6 ans, 7 ans, peu importe, et qu'on dit, voilà le signal qu'on donne, on a tant d'argent, on fait une compétition de qui est capable de faire des drones de haute altitude, de longue endurance, capables d'opérer en zone arctique pendant X nombre d'heures sur tel système, dans tel environnement, etc. On fait une compétition et on donne ensuite des contrats à 2 entreprises, 3 entreprises qui vont monter ce projet-là sur plusieurs années, qui vont continuer à faire de l'innovation, ils vont continuer à faire du test et du pilotage, pardon, du prototypage avec les Forces armées canadiennes. On aura cette compétition interne-là et on l'aura soutenu à long terme que lorsqu'on veut, on est prêt et c'est mature et on peut le produire en grande quantité pour les besoins, mais elle est faite chez nous. Et ça peut ne pas être fait exclusivement canadien, ça peut être de dire, ben, on a besoin des mêmes systèmes que les Norvégiens, que les Danois, que les Finlandais, donc on va faire un consortium avec eux pour développer cette plateforme-là. On va investir dans notre recherche et développement, mais eux aussi, pour des besoins communs, pour réduire le coût. Parce que si vous ne faites pas ça, et que vous faites purement au Canada, vous avez 2 alternatives. Faire comme les Français et vendre à des pays pour rentabiliser votre industrie, à des pays qui ont moins de regard et de soucis sur les droits de la personne et la démocratie, parce qu'ils achètent beaucoup d'armes, ces pays-là. Ou de l'autre, vous faites comme la stratégie navale canadienne, qui vise aucunement à exporter nos capacités, mais qui coûte beaucoup plus cher pour maintenir des emplois chez nous. Il n'y a pas beaucoup d'alternatives. Soit vous incorporez dans un consortium multinational, donc de plusieurs pays, soit vous faites chez vous avec aucune visée d'exportation, mais qui coûte plus cher pour créer cette industrie, cette capacité de production dans votre pays. Mais notre stratégie navale n'est pas non plus autonome, c'est-à-dire on fait les navires, mais on ne fait pas les systèmes de communication, les systèmes de combat, etc., qui viennent ensuite avec. Ou vous faites un modèle français de développer réellement des capacités souveraines, mais qui le rentabilise à travers l'exportation partout sur la planète. Philippe? Pour moi, c'est encore une fois la question de vendre à l'étranger, des exportations. Quand on voit les grandes firmes qu'on a présentement,
CAE ne vend pas uniquement au gouvernement canadien, Bombardier ne vend pas qu'au Canada, MDA ne vend pas qu'au Canada. Davy aura un succès parce qu'il va construire également des brise-glaces, même pour les États-Unis. Donc, quand on prend l'ensemble des grandes entreprises qu'on a ici présentement au Canada, ce ne sont pas des entreprises qui fournissent uniquement leurs biens pour soit le gouvernement du Canada ou les forces armées. Et pour moi, il y a encore ce conflit, c'est-à-dire il y a une limite quand même assez prononcée, même si on augmente de beaucoup les forces armées canadiennes, qu'on dépense beaucoup sur la défense. Je ne sais pas si les budgets de défense canadiens vont être suffisants pour soutenir des grandes entreprises. C'est à l'échelle telle qu'elle existe en ce moment. Donc, pour moi, c'est l'élément manquant vraiment de la stratégie, c'est les exportations. Quand on discute, par exemple, avec la DGA en France, dès qu'on commence à concevoir une nouvelle capacité avec l'industrie française, on pense déjà à la DGA, aux ventes à l'étranger. Donc, ça fait partie même du développement parce que les Français reconnaissent, puis ils ont l'expérience dans ce domaine, que c'est la seule façon de vraiment doter l'armée française de certaines capacités, que oui, l'industrie française existe pour les Français, mais en même temps, la seule façon vraiment d'encourager et de maintenir ces entreprises, c'est de vendre à l'étranger. Donc, je trouve ça, c'est un peu décevant et même fascinant en même temps que cet élément-là de la stratégie est si faible. Oui, les exportations, pourtant, on veut augmenter de 50%, hein, les exportations, c'est quand même énorme, et de ne pas expliquer comment on va y parvenir, ça me semble aussi un manque dans la stratégie. Mais si vous aviez à répondre à la question, comment est-ce qu'on pourrait y parvenir? Est-ce que c'est vraiment faisable? Et est-ce qu'on peut le faire en vendant seulement à des démocraties libérales qui partagent nos valeurs? Moi, j'ai une hypothèse. Dans la mesure où si on accepte les firmes étrangères établies au Canada comme entreprises canadiennes, ben, et qu'on augmente donc de 180 milliards de dollars d'investissement de capital au cours des prochaines années, et en plus à ça s'ajoutent des investissements encore plus importants en infrastructure, ben, on va automatiquement augmenter nos exportations parce que c'est considéré, le Canada exporte déjà aux États-Unis surtout, et dans un modèle très intégré d'industrie militaire. Et donc, si on augmente nos acquisitions à travers des firmes étrangères établies chez nous, et que les pièces passent un peu comme dans le secteur automobile au Canada, très intégré, étaient très intégrés, ben on arrive à forcément à exporter certaines pièces et matériels pour des acquisitions communes avec les États-Unis. Et eux aussi vont augmenter de manière drastique, là, si le président a raison, et augmente à 1,6 trillion de dollars son budget de la défense l'année prochaine. On peut penser qu'il y aura beaucoup d'investissements. Donc, on pourrait simplement atteindre l'augmentation, le métrique, la cible des exportations, simplement en maintenant la politique actuelle, sans aucune remise en question de la stratégie dans une certaine mesure. Je suis pas sûr que c'est ça qu'on a quand même intention en l'écrivant dans le document, mais ça ne sera pas si difficile, je pense, d'augmenter de 50% les exportations si vous augmentez de manière drastique vos acquisitions de manière intégrée avec d'autres pays. Hmm. Oui, justement, sur l'intégration avec d'autres pays, il y a une question dans la discussion de M. Miller-Beauvoir qui dit en quoi est-ce que l'adhésion du Canada au programme européen SAFE, donc Security Action for Europe, est-elle en contradiction ou complémentaire à la nouvelle stratégie industrielle de défense? Est-ce que, par exemple, ça pourrait nous aider à exporter? Je dirais que c'est complémentaire, surtout pour les partenariats. Donc, on voit à cet égard-là. C'est également, ça fait partie également, je crois, d'un plus grand investissement de la part des Européens au Canada. Et on le voit déjà avec certaines munitions maintenant où on voit des investissements. La compétition avec les sous-marins, les Allemands nous annoncent plusieurs différentes initiatives également. Donc, je dirais que SAFE, c'est compatible, c'est quand même très compatible avec la stratégie. Cela dit, ça revient encore aux tendances lourdes. Est-ce que les Européens ont toujours tendance à bien vouloir travailler de façon étroite avec le Canada? On a quand même une très mauvaise réputation parmi les Européens parce que même, et je dirais que oui, on lit cette stratégie, on lit également les discours du premier ministre, mais on se souvient toujours que le Canada, qu'il a la chance de réduire ses dépenses militaires, a tendance à le faire. On se souvient quand même de plusieurs projets qui ont été annulés, dont les Européens se méfient un peu, je pense, du Canada, et ça, c'est pas seulement les gouvernements, c'est surtout les entreprises européennes.
Et donc, il y a également cet aspect culturel qui va être difficile à combler. Oui, Justin? c'est-à-dire SAFE nous permet d'intégrer un potentiel programme européen. Ce n'est pas qu'il y a des acquisitions déjà faites avec les Européens, c'est qu'on a la permission et on a l'avantage d'être le seul pays présentement hors UE à avoir ce statut-là, donc il faut en profiter. Et à très moindre coût, là, le droit d'entrée était vraiment ridicule en paiement exigé du Canada par rapport à ce qu'ils exigeaient des Britanniques pour joindre. D'ailleurs, les Britanniques n'ont pas joint jusqu'à présent le programme SAFE. Par contre, ce que ça signifie, c'est qu'il va falloir ensuite faire des ententes avec certains pays nationaux, parce que les dépenses nationales sont par les pays, ne sont pas par l'Union elle-même. Et là-dedans, ben, on attend, il y a certainement des négociations déjà en cours, mais on n'a pas, par exemple, lancé de programme de défense aérienne avec les Allemands qui veulent investir beaucoup dans la défense aérienne ou dans leur système de drone, ou dans leur système de frappe de longue portée, dans lequel ils veulent également investir pour se doter de certaines capacités pour se prémunir contre le risque du désengagement américain. Et là, il y a des opportunités, je pense, pour le Canada qui veut aussi investir dans ce type de technologie-là. Mais à nouveau, dans les choix qui seront faits par rapport à chaque acquisition, on verra comment on interprète et met en œuvre cette stratégie. Parce que si vous achetez un système de défense aérienne conçu par les Européens pour le milieu et les théâtres européens, est-ce qu'il est compatible avec les besoins du Canada qui sont une défense aérienne intégrée avec l'ONORAD et les États-Unis? Et ce ne sera pas facile de concilier ces deux éléments-là. Donc, c'est important de s'ouvrir la porte, mais on est loin de décisions formelles et concrètes qui vont amener le Canada à devoir trancher, à opérer deux systèmes distincts, à opérer un système et essayer de le rendre compatible avec l'autre, ou à faire le choix de poursuivre donc l'intégration avec les États-Unis comme on le connaît jusqu'à présent depuis plusieurs décennies, et donc de ne pas profiter de manière importante là, de cette ouverture au sein du réarmement européen. Et les trois options, pour moi, m'apparaissent toujours sur la table parce que ça demeure un document d'orientation de sa stratégie, c'est normal, mais que surtout les détails vont être dans les acquisitions et les programmes d'investissement clairs qui vont être faits dans le futur. Et puisqu'on parle des alliés européens, mais il y en a d'autres aussi, une question de Stéphanie Carvin qui demande lesquels de nos alliés vont lire cette stratégie et qu'est-ce qu'ils vont y chercher. Ben, d'abord, je dirais les États-Unis vont être très curieux de cette stratégie en premier lieu. Est-ce que c'est la rupture? Est-ce que Donald Trump va tweeter, pas tweeter, mais posté sur son Truth Social qu'il est fâché de cette stratégie que les Canadiens s'en vont ailleurs et qu'il faut les punir. Je pense que l'attention canadienne devrait être à quelle sera la réaction et la perception américaine en premier lieu, parce que c'est une administration hyper sensible, irritable et irritée qui peut punir, ou du moins menacer de punir, parce qu'ils sont plus dans les menaces de punition que de punition réelle. Ensuite, les Européens sont très curieux de savoir où est-ce qu'on s'en va, vont certainement être intéressés de cette volonté d'investir et de doter le Canada de capacités plus autonomes, mais ne verront pas un langage non plus qui dit que c'est la porte ouverte aux entreprises européennes non plus. Et donc, pourrait aussi avoir une certaine réaction, je dirais pas de déception, mais disons de nuance ou de prudence par rapport à ce document pour dire justement, ben, attendons qu'ils prennent des décisions qui concrétisent cette stratégie-là plutôt que réjouissons-nous à l'avance simplement du document. Je pense que d'autres alliés, le Japon, Corée du Sud, Australie aussi, vont être curieux de notre stratégie parce que le langage est clairement lié à cette idée d'alliés de confiance sans jamais les définir. On sait très bien que le gouvernement a défini la confiance par les pays avec lesquels on a déjà des alliances, donc évidemment les membres de l'OTAN et les autres démocraties libérales qui partagent nos valeurs. Et la question, c'est toujours, ben, est-ce que les États-Unis sont encore un allié de confiance? À cette question, je pense que la réponse gouvernementale, c'est oui, parce que sinon, on ne continuerait pas avec le pilier de collaborer dans la défense nord-américaine avec les États-Unis comme on le fait jusqu'à présent. Donc, je pense qu'il y a une méfiance envers des États-Unis, mais surtout de l'administration politique, mais pas l'absence de confiance totale dans la société américaine, dans l'industrie militaire américaine, dans les forces armées américaines comme telles. Philippe? Oui, je serais d'accord que le premier électorat se retrouve surtout aux États-Unis. Et c'est pour ça que je trouve que c'est important d'apprécier les nuances qui sont apportées dans le document, parce que ça permet aux forces armées de la défense, lorsque leurs homologues américains posent la question, ça veut dire quoi exactement pour nous, là? Et pour votre relation avec nous, notre relation de confiance avec vous.
la défense du continent. Et on est en mesure de répondre que oui, écoutez, vous êtes encore un allié de confiance. On parle surtout de la défense du Canada ici. Ça n'a pas le même effet sur les relations continentales. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de langage dans la stratégie qui permet de convaincre les États-Unis que c'est pas une rupture comme on en a discuté. Cela dit, la réponse aux Américains, elle est quand même assez évidente. Eux aussi, ils ont une stratégie maintenant très protectionniste. Donc, je dirais que c'est également la réponse qu'on peut fournir aux pays européens qui pourraient également nous poser la question. Ça semble être très axé sur les emplois au Canada, les investissements au Canada. Oui, mais c'est pareil pour vous. Donc, c'est ça que je trouve un peu fascinant. C'est tous les alliés, essentiellement, dans l'OTAN, font la même chose. Euh, et comment est-ce qu'on va bâtir des ponts quand on cherche tous à investir dans nos propres industries? Et il y a des partenariats qui sont possibles, évidemment, mais c'est également ce besoin de trouver l'équilibre entre construire ici, avoir des partenariats et acheter. Et ça revient au point sous-jacent, celui que Justin et moi, on a soulevé au départ. Dans l'absence d'une politique de défense qui définit les projets, c'est difficile d'expliquer aux alliés dans quelle direction exactement où est-ce qu'on s'en va. Donc, c'est ça qui me tracasse un peu avec la stratégie. J'espère que le gouvernement ne va pas attendre 2, 3 ans avant de nous fournir une nouvelle politique de défense parce qu'il y a des décisions qui doivent être prises dès maintenant. Et sinon, on n'aura pas la confiance des investisseurs, surtout des investisseurs à l'étranger. Et je Tout dirais que à ça va être facile pour le gouvernement canadien de dire qu'il met en place sa stratégie dans la mesure où le triptyque, là, acheter, collaborer, construire, acheter, collaborer, enfin, je les ai dans le construire, mauvais collaborer, sens, acheter. voilà, merci, va être respecté parce que c'est toutes les options sur la table sont là. Donc, si on décide d'acheter Mm. les HIMARS américains, on dit, ben voilà, fallait acheter. Si on décide de collaborer avec les Européens sur un système d'armes particulier, sur le Global Eye, ben voilà, on peut cocher. Si on dit, on veut développer des drones au Canada, voilà, on construit au Canada. Et tout ça va être donc en phase avec la stratégie. On ne pourra pas accuser le gouvernement de ne pas mettre en place ce qu'il a dit qu'il était pour faire, mais qui va montrer qu'il n'y a pas de choix réellement qui sont faits. Il n'y a pas des arbitrages importants qui sont faits, sauf à la pièce, selon l'équipement, selon le besoin spécifique ou l'écosystème, et non pas une stratégie qui vise à donner une certaine cohérence peut-être en termes industriels de défense au Canada pour des missions particulières des forces armées canadiennes, parce que sinon le triptyque peut toujours opérer de manière concurrente au sein de chacun des corps d'armes, des forces armées aériennes, des forces terrestres, des forces maritimes. Donc, j'ai l'impression qu'on se prémunit contre le risque de critique politique aussi avec une telle stratégie. Et que la critique conservatrice, parce qu'il faut aussi la nommer, je pense, en parler, comment le gouvernement, le Parti conservateur a réagi à l'annonce gouvernementale en disant, ben, c'est juste encore des documents, puis il faut juste investir plus dans la défense. Puis on voit qu'eux, leur critique, ça va être de dire, il ne faut pas remettre en question le modèle d'intégration avec les États-Unis actuel. Il faut juste continuer comme on faisait avant, en dépensant plus d'argent rapidement. Ben, on pourra dire au gouvernement canadien, ben, on le fait de toute façon. Donc, votre critique n'a aucun poids, aucune portée. Mais de l'autre côté, les Canadiens qui, eux, disent non, il faut arrêter d'acheter trop américain dans le contexte actuel, ben, on pourrait dire ben, vous avez tout à fait raison et c'est ce qu'on va faire. Et donc, on va être capable de jouer sur tous les tableaux en même temps pour éviter le risque politique d'être trop critiqué, sauf si on arrive, puis ça, je veux y revenir aussi, un élément que j'avais signalé dans le passé et que Philippe a dit aujourd'hui, qui était important, jusqu'à ce qu'on arrive à un point de scandale politique. Et cette stratégie-là est hyper fragile sur deux éléments. Premièrement, on le sait dans le passé, les dépenses militaires canadiennes varient. C'est vraiment cyclique en fonction des moments. Et dès qu'il y a un scandale, il y a une crise, par exemple en 2011, quand la vérificatrice générale a dit que le F-35 il coûtait plus cher que ce que le ministère de la Défense avait promis, ben voilà, on a eu une élection là-dessus. Ça a amené Justin Trudeau à promettre de ne jamais acheter de F-35, celui même qui a acheté ensuite des F-35 quelques années plus tard. Donc, ça a politisé cette acquisition militaire-là. Ce risque-là est tout à fait encore présent. Parce que si on investit beaucoup, on l'a vu avec les batteries électriques au Canada, ben, dans une industrie qui peut-être fonctionne pas dans certains secteurs, ben, il peut y avoir un backlash politique et une crise. Et donc, il y a cette fragilité-là. Et elle est liée à la crainte des forces armées canadiennes, très juste, de dire on
on n'est absolument pas convaincu que vous allez réellement dépenser l'argent que vous dites que vous allez dépenser. Que vous allez réellement nous donner des capacités, si on n'achète pas américain, de maintenir cette flotte-là dans le temps et d'être obligé d'avoir une flotte mixte de quelque chose ou de devoir avoir des redondances, etc. Vous allez nous couper les budgets, on va être capable d'en faire moins avec ce que vous nous avez forcé de faire au début. Pourquoi? Parce que, premièrement, le parti d'opposition n'est pas inclus dans la stratégie nationale, donc il n'y a pas un consensus stratégique canadien sur qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, un prochain gouvernement peut changer les choses parce qu'on politise les choses au Canada, d'un côté. Et de l'autre, ben, le gouvernement canadien s'est quand même laissé la porte ouverte de 2029. Il faut se souvenir, quand on a signé l'accord de l'OTAN pour atteindre 3,5 du PIB en 2035, on dit on va réviser le tout en 2029. Et 2029, il y a un choix, là, pourquoi on dit 2029 dans les pays de l'OTAN. C'est qu'on sait que c'est suite aux élections présidentielles américaines de 2028. Si un président démocrate est élu, ou que même après les élections de mi-mandat, un congrès démocrate est élu et est respecté par le président américain actuel, ben, peut-être que beaucoup de gens au Canada vont dire, ah ben voilà, on peut retourner, la menace est terminée, on retourne à la normale et on réduit les dépenses. Donc, ces risques-là sont toujours aussi présents. Oui, mais vous disiez, pour les militaires, ce qu'ils attendent, c'est que les choses deviennent concrètes, et l'industrie, ce qu'elle attend, c'est les contrats, hein, parce que sans ça, ça restera qu'un document. Puis pour revenir à la critique conservatrice, la critique, je pense, était surtout sur la bureaucratie qui fait que attribuer des contrats, hein, le processus d'acquisition militaire au Canada est si long et si complexe. Est-ce que là-dessus, cette stratégie-là offre des solutions pour couper, comme dit M. Poilievre, to cut the red tape? Est-ce que ça va vraiment permettre d'aller plus vite? Est-ce que nos soldats vont être armés avec ce qu'ils ont besoin plus rapidement? Il y a des indices que peut-être oui, mais pas dans la stratégie elle-même. Donc, le projet de loi pour l'agence pourrait indiquer ou donner certaines autorités à l'agence qui permet à l'agence de fonctionner plus rapidement. Et on parle également dans la stratégie, il y a une phrase qui nous indique qu'on va songer des nouvelles méthodes d'acquisition plus rapides, notamment celles qui existent depuis longtemps aux États-Unis. Donc, il y a encore une fois une intention d'agir, mais sans beaucoup de détails. Et ça revient un peu au dilemme canadien. C'est- on sait on a étudié des réformes du processus d'acquisition depuis 5 ans. Et la stratégie est sortie, on n'en a pas parlé. Euh, L'agence a été créée, d'accord, mais la stratégie nous dit encore explicitement que tous les ministères qui sont impliqués et les agences centrales qui sont impliquées dans les acquisitions restent impliqués. Et tellement que c'est complexe qu'on doit établir un service de concierge pour les grandes entreprises de les aider à naviguer le système. Alors, la volonté n'est pas de réformer le système, mais de fournir de l'aide pour que les entreprises soient en mesure de naviguer le système. Donc, je crois encore, pour revenir à ce que je dis au départ, c'est quand même une stratégie qui vit dans la bureaucratie, dont la bureaucratie a pu beaucoup influencer, et il y a énormément de prudence qu'on retrouve dans la stratégie. Donc, est-ce qu'on va aller plus rapidement? Oui, dans certains cas, on est en mesure de le faire. Mais je noterais également, puis ça revient à ce qu'on vient de dire par rapport aux alliés, il y a certaines décisions qui devraient être faciles, mais le gouvernement hésite. Donc, ça fait 1 an qu'on fait la révision du contrat du chasseur. Soit le gouvernement est en mesure de trancher. Les études ont été faites, mais le gouvernement ne tranche pas. Oui, parce Donc, que le message, c'est qu'il s'en sert dans ses négociations actuelles. C'est un oui, outil exact. politique de négociation. Oui, non, mais si c'est le cas, est-ce que ça va s'appliquer à plusieurs autres contrats? C'est ça qui est fascinant également. Est-ce que cette stratégie-là va doter le gouvernement donc de plusieurs leviers, comme l'a mentionné Justin dans ses relations avec les États-Unis, peut-être. Mais donc, ça veut dire qu'il y a un autre élément encore derrière la stratégie qui va empiétrer la stratégie, la mise en œuvre. Donc, oui, il y a certains contrats qui sont faciles. Donc, le remplacement des Challengers, il y a également les sous-marins. On va assez rapidement.
Mais ça, c'est les projets qui sont quand même assez faciles. Il y en a d'autres, comme les avions de surveillance aérienne. Encore une fois, le gouvernement, je lis cette stratégie et je crois que, bon, ça devrait quand même être assez facile de trancher, mais on ne tranche pas. On Alors, tranche après les Français. oui, c'est vraiment, je trouve que les tendances du gouvernement canadien, ne vont pas disparaître du jour au lendemain. D'accord? Et ça va dépendre de la volonté du premier ministre et du capitaine du premier ministre de vraiment envoyer le message très clair qu'il faut changer la façon qu'on fait les choses. Mais ça, c'est une réforme et un changement de culture qui va devoir prendre plusieurs mandats et même plusieurs premiers ministres. Et c'est là où on verra si la stratégie peut vraiment avoir l'effet voulu. Et j'ajouterais, si on lit les achats militaires à la renégociation de la CA, donc l'accord de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique, ça montre comme quoi tout ça est une question commerciale, c'est une question économique. Si les États-Unis préservent relativement bien le libre-échange avec nous, ne veulent pas trop nous faire faire des concessions dans le secteur sur la gestion de l'offre ou sur l'automobile, ou en fait, peu importe le secteur que les États-Unis vous voudrez viser, fait que si on réussit à s'entendre avec eux, ben, on est prêt à continuer notre relation d'intégration industrielle de défense avec les États-Unis, ben, ça montre que c'est essentiellement pour cette raison-là qu'on le fait dans un certain sens. Euh, si, je parle ici de l'avion de cinquième génération du F-35. Et si on le lie à ça. Si on dit par contre, on n'a pas confiance dans cette relation avec les États-Unis, avec les mises à jour nécessaires ou les pièces de rechange d'avions, etc., et qu'on doit avoir une résilience dans cette chaîne de production-là, et qu'on veut une flotte mixte, ben ceci, ça devrait suivre, à mon avis, une logique de défense, de sécurité nationale du Canada, indépendante de l'accord de commerce avec les États-Unis, en disant, ben, peu importe les concessions qu'ils vont nous demander sur l'ASEUM, nous, on juge qu'on a besoin de ceci pour défendre notre souveraineté. Alors, c'est pour ça que ça m'amène souvent à penser qu'une logique commerciale prédomine. Parce que si on peut réussir à réduire l'impact de la volonté protectionniste et de tarifaire américaine, on peut continuer comme avant. Hmm. Mais là, ça me fait penser au America First Arms Strategy que M. Trump a signé au tout début du mois, là, le 6 février, où lui aussi, il dicte clairement que les ventes d'armes à l'étranger doivent être utilisées comme un outil de politique étrangère, y compris pour faire de la coercition et tordre des bras à ceux qui en achètent. Comment est-ce que notre stratégie rentre en conflit ou peut s'arrimer à cette, à cette Buy America Arms Strategy? Philippe. Pour moi, je reviens encore une fois à la vision du gouvernement qui est au départ du document. Il y a une porte de sortie qui a été créée dans la stratégie qui nous permet ou qui permet aux forces armées, s'il y a assez de pression américaine, de nous doter de capacités américaines pour certains rôles et de démontrer au président qu'on est encore un bon allié. Notamment pour la défense du continent, si je comprends bien, les États-Unis nous ont communiqué très clairement à la fin de 2025 qu'ils s'attendent à ce que pour la modernisation du NORAD et pour le fameux Golden Dome, que le Canada se dote quasiment uniquement de capacités américaines. Mhm. Donc, si j'ai ça en arrière de la tête et là, je lis la vision du gouvernement dans la stratégie, je me dis, ah, c'est pas, il y a une raison pour laquelle on met tellement l'accent sur la défense du Canada propre. Pareillement, le fait on veut garder un avantage opérationnel. Si on suit les documents de la défense au Canada, ça, c'est un code pour dire essentiellement des technologies américaines pour le combat. Donc, là encore, ça permet aux forces armées, du cas en cas, évidemment, de dire, dans ce cas-ci, on a absolument besoin des capacités américaines. Donc, il y a toujours des portes de sortie dans le document. Et c'est pour ça que je suis d'accord entièrement avec Justin que oui, c'est une stratégie économique, mais ce qu'on retrouve quand même, c'est la défense qui s'est laissé plusieurs euh, nuances et de portes de sortie et d'excuses et de façons d'aller au gouvernement et de dire, écoutez, dans ce cas-ci, on a absolument besoin d'Américains.
Donc, il y a quand même cet aspect qui joue. Et donc, je pense que la réponse du Canada envers les États-Unis, c'est n'inquiétez-vous pas, pour les rôles essentiels de la défense de l'Amérique du Nord, on va quand même fonctionner avec vos équipements et vos capacités. Et je suis d'accord avec Philippe, mais le gouvernement a refusé de le dire explicitement dans la stratégie pour une raison, parce que ceci contredit une partie de l'interprétation de son message que se font les Canadiens, et que de le dire explicitement créerait du risque politique, créerait des coûts politiques pour le gouvernement, et que on peut le découvrir à mesure que les décisions seront prises au fil des mois, au fil des ans de ce gouvernement. Mais je suis d'accord qu'on se laisse la porte ouverte, qu'on ne dit pas que c'est ce qu'on veut faire, puis que si on veut le dire pour le faire, ben ça contrevient à certains égards à d'autres langages dans la même dite politique qui est un peu contradictoire d'elle-même si on prend cette idée de continuer à collaborer à la défense de l'Amérique du Nord avec les États-Unis, parce que si on exclut là, la défense, la modernisation du NORAD, c'est essentiellement le gros de la modernisation des forces armées canadiennes dont il est question. On parle de la défense Mhm. aérienne, on parle des avions de chasse, on parle de la surveillance maritime, on parle des systèmes de communication, d'ASR, de satellites, tout ça est intégré. Alors, qu'est-ce qui reste? Les opérations domestiques, OK, pour lutter contre les incendies, les feux de forêt, assistance aux autorités civiles. Les forces terrestres, dans une certaine mesure, qui sont intégrées davantage maintenant en Europe avec la brigade multinationale qu'on dirige en Lettonie. Euh, et donc, ces capacités terrestres-là, mais ça demeure limité. Alors, c'est dur de voir, ben, est-ce que ça voudrait dire que si on exclut la défense continentale, ce qui va être réellement dans les chaînes d'approvisionnement européennes ou proprement canadiennes seront essentiellement pour une intervention canadienne en Europe? Mhm. Et où est-ce que dans l'intégration de la défense continentale, on va vouloir exiger des entreprises américaines de dire oui, on prend votre système, oui, on continue à être interopérable, voire interchangeable. Je pense que c'est important de mettre ce terme-là de l'avant, c'est-à-dire avoir le même système que les Américains, pas juste une capacité de communication entre deux systèmes. Qu'on continue à aller de l'avant avec ça, mais on veut juste que vous fassiez plus de production économique chez nous, puis que vous fassiez un certain transfert technologique. Et que si vous nous donnez ça, ben on va être très heureux et que ça va être, ça va passer vraiment comme dans le beurre, mais qu'on n'aura pas développé ce qui est la propriété intellectuelle ou la réelle capacité souveraine que dit le document. Oui, et c'est là le risque parce que ça dépend un peu de la volonté de certaines firmes américaines de ne pas aller plaidoyer devant le président que le Canada est injuste vers eux. Et on sait très bien que ce président-ci en particulier est très sensible à l'idée que le Canada est, est méchant ou utilise trop ses leviers. Donc, si le président est prêt à mettre sur Truth Social un commentaire par rapport à un pont que lui-même a signé, ou lui-même a accepté, lors de son premier mandat, il pourrait facilement, un Lockheed ou un Boeing ou d'autres, se tournent vers le président pour dire, écoutez, le Canada veut se doter de notre équipement, mais exige qu'on construise certaines choses au Canada. C'est ridicule, c'est pas raisonnable. Et que le président, bon, mette de la pression sur le gouvernement canadien. Donc, je je doute pas qu'il y a une volonté ici de faire ces changements-là et d'obliger les firmes américaines. On le voit clairement avec la ministre Joly qui tente de mettre de la pression tout le temps. Elle a dit explicitement sur Lockheed d'investir davantage au Canada si Lockheed veut continuer avec le F-35. Mais est-ce qu'on va prendre encore cette même façon de fonctionner à l'égard de tous les équipements? Et là, je m'inquiète qu'on va vivre avec plusieurs délais. Parce que quand vient le temps de négocier pour l'équipement, si on met énormément de pression sur ces firmes-là d'investir davantage au Canada, ça se peut que ça crée des délais quand même assez importants là, à long terme. Encore une fois, on le voit avec le chasseur. Le fait qu'on est toujours en train de négocier combien d'emplois que ça va nous apporter versus combien d'investissements que Lockheed peut ramener. On le voit également avec les sous-marins. On s'attend à ce que les industries ou les firmes investissent dans le secteur automobile, dans les universités, dans l'acier, l'aluminium. Alors, c'est là où il y a un risque ici. Et on veut que l'agence, essentiellement, s'occupe de toutes ces différentes choses-là. Mais comme on le voit présentement, c'est des ministres également qui ont leur propre vision des choses. Et
j'espère qu'on trouvera un équilibre. Puisqu'il nous reste à peu près 10 minutes, je vais vous amener sur une dernière question du public qui nous amène vers les missions, hein. On l'a évoqué au cours de la discussion. Il n'y a pas de mission claire en ce moment. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'on veut armer nos soldats pour qu'ils accomplissent quelle mission exactement. Il y a un seul territoire qui est mentionné dans la stratégie, c'est l'Arctique. Et c'est aussi très présent dans le discours général des politiciens ces derniers mois. Donc, Jonathan Després demande, est-ce que la ligne directrice, dans le fond, ce n'est pas lié aux enjeux en Arctique? Donc, est-ce que ce n'est pas la défense de l'Arctique, dans le fond, qui est au cœur de tout ça? Ici, la défense de l'Arctique, là, c'est essentiellement le dôme doré. Je vais répondre ça de manière peut-être un peu controversée, là, mais la défense de l'Arctique canadien, les principales menaces dans cette zone-là sont aérospatiales. Elles sont de missiles balistiques que les adversaires peuvent lancer vers les États-Unis en passant à travers l'espace aérien canadien. Elles sont des drones maintenant qui sont utilisés de manière considérable par les Russes sur le front Est, mais il y a aussi des incursions euh, au Danemark notamment contre les aéroports. Donc on sent que ça peut être même sous le seuil du conflit là, à travers des bateaux fantômes essentiellement là, qui pourraient mener des actions de sabotage ou de déstabilisation. Donc, c'est très aérien en termes de surveillance et d'interception aérienne. L'autre menace, c'est sur la circulation maritime. Donc, ici, elle peut être sous l'eau ou sur l'eau. Donc, sous l'eau, c'est la détection anti-sous-marine, bien sûr, dans les eaux maritimes canadiennes, passage nord-ouest inclus. Et les approches vers le continent nord-américain aussi, vers de l'Atlantique et du Pacifique également, parce que on utilise beaucoup le détroit de Bering par la Chine et la Russie pour être capable de se rapprocher de l'Alaska ou des côtes canadiennes ici, avec des sous-marins notamment dotés d'armes balistiques qui pourraient être lancés contre le Canada ou contre les États-Unis via le territoire canadien. Et sur l'eau, évidemment, ben, dans les eaux canadiennes, ben, ça peut être simplement la recherche scientifique, ça peut être des navires commerciaux qui transportent du matériel, qui ne sont pas aussi nombreux que dans l'Arctique européen ou dans l'Arctique russe, là, qui n'a pas du tout la même navigabilité dans l'Arctique canadien, qui est beaucoup plus aride présentement, mais qui un jour sera plus accessible, enfin, l'est de plus en plus. Certains navires de combat. Mais ici, la principale menace en termes de navires de combat sur les eaux canadiennes, c'est américain. C'est-à-dire que c'est le passage nord-ouest non reconnu comme eau canadienne par les États-Unis et qui ont menacé en 2019 sous le secrétaire Pompeo, là, dans la première administration américaine, pardon, la première administration Trump, de faire des FONOP, là, des opérations de liberté de navigation dans les eaux canadiennes parce que les États-Unis ne reconnaissent pas que le passage du Nord-Ouest est canadien. Et donc ça peut menacer la souveraineté canadienne, mais contre les États-Unis. Alors, ici, la menace, elle n'est pas d'invasion terrestre. Elle n'est pas. S'il y a une menace terrestre, là, c'est la population. C'est leur donner de l'eau, leur donner de l'électricité, leur donner des soins de santé adéquats, les approvisionner en besoins essentiels d'une population hyper reculée qui habite dans l'Arctique canadien. Donc, je pense qu'il faut le mettre en perspective, ce qui veut dire que si on dit qu'il faut prioriser l'Arctique, mais qu'on dit en même temps qu'il faut collaborer avec les États-Unis pour la défense du continent, mis à part le passage du Nord-Ouest où on a un différent avec les États-Unis, moi je vois que c'est beaucoup plus en collaboration avec les États-Unis que d'autres choses. Oui, également. Donc, je crois que les investissements en infrastructure, c'est là où ça va surtout se jouer dans l'article, dans la stratégie. Donc, si j'étais une industrie qui fait de l'infrastructure dans l'article, des ports, des routes, des systèmes de services essentiels et tout, je crois que la stratégie est très intéressante à ce niveau-là et nous donne quand même une certaine ligne directrice. Mais je suis d'accord avec Justin que en ce qui concerne la défense militaire de l'Arctique, peut-être qu'on va suivre le Parti conservateur et songer à construire des brises-glaces armées qui sont en mesure de naviguer l'Arctique pendant toute l'année. Mais encore une fois, on parle de projets qui... on n'a même pas encore commencé nos brises-glaces pour la garde côtière, donc on a un délai. Euh, mais pour la plupart, la défense de l'Arctique, ça se fait dans l'air pour le Canada, avant tout, et dans l'espace. Et ça, on a déjà les investissements où on va travailler davantage avec les États-Unis. Et c'est une chose que je noterais également, c'est
et Justin et moi, on a écrit ça il y a un an ou deux dans le Globe, en fait, quand le Canada songeait d'augmenter le budget à 2% du PNB. C'est la façon la plus simple de le faire, c'est tout simplement d'investir dans des capacités qu'on achète déjà. Mais c'est là où, si on veut le faire très rapidement, on peut se doter de certaines capacités, mais le problème est que depuis 2017, on se dote encore une fois à 75% des capacités américaines. Donc, déjà là, pour l'industrie, il y a également cette question de, par le temps qu'on énonce une nouvelle politique, par le temps qu'on commence des projets, ça va prendre un certain temps. Donc, on se donne 10 ans pour la mise en œuvre de la stratégie, mais soyons réalistes et conscients que souvent, un nouveau projet, ça va prendre 2, 3 heures avant même qu'on le conçoit. Et donc, est-ce que la production va commencer à temps pour vraiment atteindre les cibles d'ici 2035? Oui, en article, la construction prend le double ou plus de temps pour tout ce qu'on fait. Oui. Mais est-ce que, Justin, vous parliez de la population, hein, des besoins criants, urgents des populations locales. Donc, est-ce que là, la clé, c'est pas de miser sur les infrastructures à double usage, donc qui vont servir tant aux populations locales, je pense par exemple à des hôpitaux, à des ports, que à l'armée, hein. Absolument. En fait, il y a deux projets. Il y a des infrastructures et il y a les minéraux critiques aussi qui sont dans cette région du Canada aussi de manière importante, qui peuvent donc servir des objectifs économiques et de sécurité de la population humaine, là, vraiment de la population qui l'habite, via une politique de défense. Et ça permettrait au Canada donc d'atteindre les deux objectifs en même temps. Donc, l'infrastructure militaire. Si vous êtes pour construire des bases, des pistes d'atterrissage, des hangars, ce genre d'équipement-là, aussi bien en faire profiter la population qui habite là, premièrement, donc de ne pas faire simplement un building sécurisé où les civils n'ont pas accès et où ils voient à côté d'eux donc des édifices flambant neufs alors qu'eux vivent dans des conditions difficiles. Donc, je pense qu'il y a moyen de créer ces espaces-là de manière accessible. Et on le voit sur certaines bases militaires canadiennes aussi, où on est intégré vraiment dans l'écosystème civil avec l'aéroport civil à côté, où on profite des infrastructures, qu'on profite de la tour de commandement, etc. Donc, je pense qu'il y a moyen de créer, de faire des pistes d'atterrissage pour des avions commerciaux qui viennent délivrer des ressources, par exemple. Et même chose si on veut, c'était dans les questions là, sur les minéraux critiques, si on veut réellement créer une chaîne d'approvisionnement canadienne et aider le développement économique du Canada, ben, beaucoup des 10 des 12 minéraux critiques en défense sont au Canada. Donc, il faut les sortir de terre. Ça coûte une fortune à investir pour l'extraction, puis savoir où exactement sont les gisements. Mais si on est pour faire ces investissements-là, du fait qu'on en a besoin pour certaines acquisitions militaires, nous ou avec les alliés, donc en partenariat, ben, il faut en faire profiter l'industrie locale, l'économie locale. Donc, que ce soit dans les emplois, que ce soit dans les infrastructures pour les personnes qui vont venir travailler dans l'extraction de ces ressources-là également, dans les routes pour les transporter, que ce soit chemin de fer, aérien ou véhicule, si vous voulez. Donc, tout ça, je pense, est lié et est peut-être le plus facile, et ce sur quoi il y a un consensus canadien large, d'investir dans l'extraction des ressources naturelles et l'aide à la population canadienne, et où ces investissements-là, je pense, sont nécessaires indépendamment de la politique de défense, mais qui peuvent profiter des investissements massifs que le Canada fera en défense. Cela dit, dans les coches de l'OTAN, là, c'est 1,5 du PIB qui est dans des éléments connexes à la défense. C'est 3,5 du PIB qui doit être dans une question de défense à proprement parler. Donc, il y aura aussi tout ce jeu de comptables qui va être fait au ministère de la Défense nationale lorsqu'on fait nos rapports annuels à l'OTAN pour dire ben, quelles dépenses rentrent dans le 3,5 quelles dépenses rentrent dans le 1,5 et comment on est capable de convaincre l'OTAN qu'on n'est pas en train de détourner des fonds qui devraient servir à la défense militaire du Canada pour des objectifs de développement économique. Et je ne veux pas mettre l'accent seulement sur le Canada. Tous les pays de l'OTAN font la même chose. Les Italiens qui veulent créer des ponts pour aider leur population à travers les budgets de défense, je veux dire, c'est une logique qui se joue partout. Philippe? Non, je suis d'accord, c'est vraiment, surtout sur l'infrastructure, on le voit déjà, le fait que le gouvernement canadien nous indique qu'on atteint déjà notre cible de 1,5, ça nous dit beaucoup sur cette question. Euh, Ça me semble intéressant comme commentaire de la part du gouvernement, et ça nous indique également qu'il y a certaines dépenses en infrastructure
qui ne nous paraît pas du tout reliés à la défense, qui vont quand même faire partie. Je noterais, par exemple, que le fameux train à haute vitesse entre Montréal et Ottawa comptera probablement là-dedans. Et donc, il y a différentes choses est-ce que le troisième lien, qui, d'après ce que j'ai pu comprendre, est redevenu une question importante euh, au Québec? Est-ce que ça, il y a également, si j'ai dû comprendre hier, il y avait également quelque chose qui s'est passé sur le fameux tramway entre Gatineau et Ottawa. Mais là encore, une fois, un tramway entre Gatineau et Ottawa, c'est sûrement relié à la défense du Canada parce que ça relie. Alors, c'est pas, je trouve que sur l'infrastructure, en fait, ça va être quand même assez facile pour le Canada de justifier toutes sortes de différentes dépenses. Ça me surprend pas. Mais pour l'Arctique également, c'est là où il y a un vrai besoin et le lien entre la défense est quand même assez évident. Mais soyons honnêtes, il y a également cet aspect que ça permet aux politiciens d'investir tout en rassurant le président des États-Unis qu'on en fait plus. Alors, il y a cet élément-là également. Bon, merci beaucoup, messieurs. On est arrivé au terme du temps que le public nous accordait aujourd'hui pour parler de stratégie industrielle de défense. Je noterai Merci. qu'on a été une soixantaine tout autour de la table virtuelle pour 1 heure et demie. Alors, merci beaucoup à tout le monde qui était présent. Justin, je vais juste vous laisser 30 secondes pour conclure. Puis, merci à tous. Ben, merci à Anne-Caroline, merci à Philippe pour ses propos. Cet échange-ci, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Je pense que vous voyez qu'on peut aller au-delà de ce que vous lisez dans les médias quand on fait une analyse un peu plus approfondie, avec un regard parfois critique de cette stratégie, mais aussi un regard en profondeur. Alors, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous invite à suivre le réseau d'analyse stratégique pour des futurs événements sur des questions de défense canadienne. Merci à tout le monde et je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Merci. Au revoir.